J'ai découvert le cyclisme à la fin des années 50, quand j'avais 7 ou 8 ans, grâce aux chewing-gums Globo. Ils étaient vendus avec la photo en couleur d'un coureur cycliste, au-dessous de laquelle était inscrite sa fiche biographique et l'essentiel de son palmarès. Ainsi, j'ai pu connaître l'existence de Jacques Anquetil, André Darrigade, Raphaël Geminiani, Jean Stablinski, Louison Bobet, Roger Rivière, Charlie Gaulle, Rick Van Steenbergen, Fred De Bruyne, mais aussi René Privat, Jean-Claude Anhart ou Imerio Massignan. Autant de noms magiques qui résonnaient très fort dans mon imagination. Grâce à ces palmarès qui énuméraient méticuleusement les courses de ville à ville et les épreuves en circuit, je me fis une géographie bien personnelle de la France et de l'Europe occidentale. Gênes-Nice, le circuit des cols pyrénéens, les courses de côte du mont Agel et du mont Faron, le circuit du Sud-Est, la ronde d'Auvergne, Bordeaux-Saintes, le Tour de Picardie, le Grand Prix de Forlì, Sassari-Cagliari, Châteauroux-Limoges, etc. Le premier souvenir que j'ai de la lecture d'un journal date de la première victoire d'un Français dans le Tour d'Italie. C'était en juin 1960 et le vainqueur fut Jacques Anquetil. Le quotidien Le Dauphiné Libéré, j'habitais à Saint-Marcellin dans l'Isère, avait titré sur toute la largeur de la dernière page « Jacques Anquetil remporte le Giro ». Que pouvait bien être le Giro? Bien entendu, je l'ignorais. Je me lançai à corps perdu dans la lecture de ce long article et j'eus une réponse à ma question. Giro voulait dire tour en italien. Ouais. Pile à l'heure. Non, mais alors, Pile à l'heure. et là, tu as fait des kilomètres là? J'ai tourné un peu. Ah, mais ça fait longtemps que tu tournes? Non, une petite heure. Oui, bon, bah. J'avais peur d'arriver en retard, je sais jamais comment on fait pour Bon, arriver eh ben, écoute, je te propose de faire une petite cinquantaine de kilomètres. Ah, on y va? comme l'autre jour. Comme l'autre jour, et puis. T'as changé de tenue là. C'est quoi ce maillot? Oh, bah, c'est le maillot du Dauphiné Libéré. Non, c'est bien. C'est bien, mais t'as... Non, cela dit, moi j'essaye de m'obliger. Au fait, il y a un truc que je t'ai pas dit. C'est-à-dire, non, tu me fais peur là. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Vas-y. Tu sais, l'étape du Tour de France. Tu Oui, pouvais peut-être suivre par le Parisien. oui, mais enfin, c'est un rêve. Eh ben, c'est un plus rêve. qu'un rêve, tu vas la faire. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais tu plaisantes. Je t'assure. J'en ai parlé à Marc Trémet qui s'occupe de ça au journal. C'est lui qui s'occupe des gens dans les voitures. Et tu peux en faire une. Toi, tu avais bien suivi le Tour, c'est en 93, 94. Alors là, explique-moi comment ça se passe, parce que... Et tu vois les coureurs dans les étapes de montagne? Ah oui, dans les étapes de montagne, c'est là où tu vois le plus finalement. Parce que dans les étapes de plat, soit tu fais tout devant, soit tu fais tout derrière. Mais si ta voiture ne peut pas s'intercaler, si le peloton roule groupé tout le temps, tu seras toujours soit devant, soit derrière. Alors donc, il faut que je choisisse une belle étape de montagne. Il faut une étape de montagne. Ouais. Parce que là, ils sont très très éloignés les uns des autres, donc tu peux t'infiltrer. Et c'est là que tu vois vraiment le tour de l'intérieur. Mais c'est génial parce que les gens tapent sur les voitures, Ah bon? ah oui, c'est grandiose, c'est les klaxons, tout ce qu'on entend du Tour de France, tu l'entends là en direct total. Tu es au milieu, les gens essayent de t'attraper ta casquette, c'est génial, c'est extraordinaire. Ah non, il faut vraiment que tu vois ça une fois dans ta vie. J'ai rencontré Pierre Vavasseur pour la première fois au début des années 80 à Valence. À l'époque, il était journaliste pour le Dauphiné Libéré et donc il m'avait interviewé sur mon film Cinématon. On s'est perdu de vue pratiquement pendant 10 ans et un jour on s'est retrouvés et on s'est mis à parler de vélo. J'ignorais sa passion du vélo et depuis il m'a initié à la montagne. J'ai fait mes premiers cols avec lui, il a tout fait pour m'écœurer.
Il a monté par exemple un col relativement difficile dans le Jura qui s'appelle le col de la Croix de Porte, entièrement sur le grand plateau alors que c'était un déluge, que des torrents traversaient la route et en plus je n'arrivais pas à le suivre. Le cyclisme m'avait fait découvrir les noms des coureurs, les noms des principales courses. Voilà maintenant qu'il m'introduisait dans un monde au vocabulaire barbare que je me mis machinalement à apprendre. La Vuelta, le Tour d'Espagne. La Primavera, Milan-San Remo. Maillot amarillo, maillot jaune du Tour d'Espagne. Ainsi que sprint, doping, campionissimo, gregario, tifosi, leader, critérium, ex-aequo, etc. Ma passion naissante aurait pu s'éteindre en chemin si elle n'avait pas été activée par les récits épiques de mon grand-père, chez qui je passais régulièrement les vacances scolaires à Valence et qui avait tâté sans succès de la compétition cycliste vers 1910. Et comme mes grands-parents avaient la télévision, chose rare à l'époque dans une ville moyenne, je pus assister en 1959 à mon premier Tour de France devant le petit écran. Ce furent des moments pénibles, car le reportage se bornait alors à ne montrer que l'arrivée en caméra fixe pendant qu'on attendait les coureurs. Les commentaires distillaient des informations vagues sur la course, si bien que, lorsque les coureurs se présentaient sur la ligne d'arrivée, frustré, j'avais déjà déserté la télévision et j'étais en train de jouer dans le jardin. Je sais qu'à un moment donné, tu étais en train de faire un travail sur Anquetil. Anquetil est la mort, oui, le champion est la mort. Et là, je voudrais que tu me dises de quelle façon tu t'attaques à... C'est-à-dire que j'ai appris, en menant une petite enquête, la manière dont Anquetil préparait ses contre-la-montre décisifs. Les contre-la-montre du Grand Prix des Nations et les contre-la-montre du Giro et du Tour de France. C'est-à-dire Anquetil estimait qu'il allait aller très loin dans son effort et il ne savait pas s'il allait revenir. À ce titre, il se faisait couper les cheveux chez un coiffeur, il consultait son magnétiseur. En fait, il était exactement comme un homme qui s'apprête à mourir, comme un homme qui n'est pas sûr de revenir. C'est-à-dire qu'il allait dans un au-delà de l'effort, qui est l'au-delà lui-même, dans le fond, dans un au-delà. Et j'étais troublé par cette idée, et par le rapport qu'a toujours entretenu Jacques Anquetil à la souffrance, et à la douleur et à la mort. Idée qui s'exprimait notamment dans le caractère claustrophobe de ces contre-la-montre. Entre autres, tout ce que je peux dire sur Jacques Anquetil. On nous parle beaucoup de Poulidor à tort par rapport à Anquetil, mais Poulidor, en fait, bon, je dis ça, je m'entends bien, n'existe pas, c'est Anquetil qui l'a inventé. C'est-à-dire ce type de coureur d'Anquetil qui était un petit peu pour les Français ce qu'était De Funès par rapport à Bourvil dans le Cornio, c'est-à-dire le propriétaire de la Rolls, alors que Bourvil conduisait la 2 chevaux, le télescopage du PDG avec le prolétaire qui part en vacances pour les congés payés. Le Anquetil, patron du peloton, régisseur du Tour de France, ne pouvait qu'inventer ce coureur pour ajouter à sa gloire, dans le fond, ce Poulidor aux joues rouges, qui venait de la campagne, n'a fait que décupler sa gloire. Dans la vie, c'était un homme connu pour aimer la vie, pour enfreindre toutes les règles de la diététique, c'est connu. En 1954, quand il a débuté la saison, il était un jeune coureur de 20 ans, il avait gagné le Grand Prix des Nations l'année précédente, et il déjeunait dans un restaurant de coureurs, et Bobet avait dit à Raymond Lebert, son soigneur, celui-là il ne tiendra pas très longtemps, parce qu'il prenait du vin blanc, il prenait des fruits de mer, devant Louison Bobet, qui était vraiment un ascète. Bon, il y a tout cet aspect d'Anquetil, il ne faudrait pas simplement en voir un aspect purement ténébreux qui existe, surtout un aspect peu connu, qui est c'est un homme qui repoussait très 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 loin la douleur. Je sais que dans le Tour d'Espagne 63, tu me dis, ou 62, je crois, Tour d'Espagne remporté par Altig, il avait été très loin dans la souffrance, qu'il dissimulait dans sa serviette le soir de l'étape dans ses équipiers, qu'il vomissait. Il ne voulait pas voir, pas le montrer à ses équipiers. C'est-à-dire qu'il était capable de se déchiqueter. Ça, c'est peu connu de lui. Jusqu'où il pouvait repousser. Dans le fond, un homme normal aurait cédé au pied du Puy-de-Dôme. Lui n'a cédé qu'au kilomètre, peut-être même dans le fond. Peut-être que savait-il qu'en cédant 1 kilomètre, Puy-de-Dôme ne pouvait pas prendre trop
qui en gagnerait, peut-être qu'il aurait peut-être pu... Je pense que si l'arrivée du Tour de France était située en haut du Puy-de-Dôme, on peut imaginer qu'Anquetil n'aurait pas été lâché par Poulidor. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Je pense que si Anquetil ne savait pas qu'il lui restait encore un contre-la-montre, qu'il y avait encore 50 de secondes sur Poulidor, je pense que tout ça était imprimé en lui et qu'à 1 kilomètre du sommet, il a peut-être pris des décisions. Et que si le Tour de France s'achevait au sommet du Puy, il n'aurait pas été lâché par Poulidor. N'importe comment, en fait, Anquetil a toujours maîtrisé Poulidor, même quand il était inférieur. C'était ça qui était fascinant et qui, moi, me fascinait. Même inférieur, Anquetil arrivait à battre Poulidor. Tout à fait. Ce que tu dis là est extrêmement intéressant, car le raisonnement le plus stupide qu'on peut voir, justement qu'on l'a vu au moment des Tours de Merckx au Cagna, c'est de penser que c'est le plus fort qui va gagner. Mais c'est pas du tout ça. Ocaña est effectivement le plus fort en 71, qu'a dit Merckx, mais c'est pas pour ça qu'il allait gagner le Tour de France. Les êtres humains sont régis par autre chose qu'une puissance physique qui s'impose à une autre. Je passais le mois de juillet 1963, j'avais 11 ans à Dijon, au 6 de la rue Victor Dumay, où dorénavant s'était installée la famille. Si ce fut une grande année pour Anquetil, ce fut une année décisive pour mon amour du vélo. Chaque jour, j'attendais avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée de mon père, muni du bien public sur lequel je me précipitais pour lire les articles de Robert Descamps de l'AFP, qui, comme la plupart des journalistes sportifs de cette époque, savait raconter une course dans ses 1000 détails. Après le repas, j'écoutais Europe 1 et les commentaires enthousiastes d'Émile Toulouse et Fernand Choisel. Cette année-là, la télévision présentait les 10 derniers kilomètres de chaque étape en direct. Mais mes parents refusaient toujours obstinément d'avoir un poste. Je fus sauvé par la proximité d'un magasin de radio et de télévision, transformé aujourd'hui en commerce d'alimentation au nom prédestiné. Pour promouvoir ces articles, le patron du magasin, tous les jours à l'heure du direct du Tour, mettait en route un appareil dans sa vitrine. De plus, un haut-parleur extérieur nous permettait de suivre les commentaires éclairés de l'excellent Robert Chapat. En général, nous étions une dizaine, debout. Pour la plupart, excepté moi, c'étaient des retraités qui comparaient les exploits d'Anquetil, Van Looy, Bahamontes ou Poulidor à ceux de Magne, Vietto, Specher ou Leduc. Un véritable cours de rattrapage d'histoire du vélo. Ce fut un grand Tour de France, et Anquetil remporta une 4e victoire en y ajoutant cette fois-ci le panache que les poulidoristes lui contestaient. Le dernier jour, au vélodrome de l'ancien Parc des Princes, Poulidor seulement 8e, fut conspué et sifflé, pendant qu'Anquetil, lui le calculateur qui se contentait de faire la différence dans les contre-la-montre, où il était imbattable, en gagnant les 2 plus belles étapes de montagne, fut follement applaudi. J'étais persuadé d'y être pour quelque chose, que pour avoir tant vibré à ses exploits, pour l'avoir tant soutenu dans les moments difficiles, j'avais influé favorablement sur sa course. Je pense en particulier au col de l'Aubisque, noyé dans un brouillard tenace, où Bahamontes, Poulidor et quelques autres l'ayant lâché, il rétablit une situation délicate dans le col suivant, celui du Tourmalet, pour l'emporter finalement à Bagnères de Bigorre. L'avant-dernier jour de course, lors de l'étape Besançon 3, remportée par le modeste De Brecker, les hasards du parcours faisaient transiter la Grande Boucle à Pontaillé-sur-Saône, une petite ville située à une 30aine de kilomètres à l'est de Dijon. Je persuadai mon père, pourtant peu captivé par le vélo mais sensible à ma passion, de m'emmener sur place pour voir passer les coureurs, avec le secret espoir de découvrir Anquetil, ceint de sa tunique d'or. Mon père consentit à ma demande. Mais une pluie persistante baigna la course, si bien qu'un peloton groupé se présenta à nous, dans un halo de projection d'eau, recouvert d'autant d'imperméables que de coureurs. Aussi, la distinction suprême récompensant le premier du classement général, le fameux maillot jaune, se voyait-elle d'un coup anéantie,
par la faute d'une météo peu coopérante. Pire, je fus incapable de mettre un seul nom sur les 76 rescapés de la course. Mon expédition se terminait en fiasco. Elle était aussi décevante que cette étape fade qui faillit voir la victoire de la Lanterne Rouge, le robuste Willy Derboven. Bravo! Ouais, Gérard! Super! J'ai mal aux jambes. Hein. Alors tu sais que la Cipale a été construite en 1900 pour les deuxièmes Jeux Olympiques qui avaient lieu à Paris. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en dehors de la Cipale, il y avait toutes les autres épreuves qui se passaient comme ça Dans le bois de Vincennes. dans le bois de Vincennes, tu vois, de l'athlétisme. Et il y a aussi une chose, c'est qu'entre 1968, l'année d'après la destruction du Parc des Princes, jusqu'à 1974, le Tour de France arrivait à la Cipale. Il faut savoir que le plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx, a gagné ses 5 Tours de France, les 5 à la Cipale, entre 69 et 74. Ah, c'est bien. Il a au moins des souvenirs. Bah, c'est extraordinaire d'arriver. Moi, j'ai fait quelques arrivées ici de classiques amateurs et c'est extraordinaire. Quand tu arrives échappé, je ne suis jamais arrivé ici seul, mais arriver avec un groupe d'échappés ici, en se frottant les mains, en disant on est le pistard du lot, on est le pistard du lot, tu vois, c'est fabuleux, tu vois. Les gens font un accueil extra, enfin, ça te touche, vraiment. Mais pour des classiques amateurs, est-ce qu'il y avait J'ai du pas monde gagné de. Ah bon Est-ce qu'il y avait du monde? Ouais, c'était plein. Tu as couru à peu près jusqu'à quel âge? J'ai couru jusqu'à 24 ans. Non, mais c'est vachement jeune, c'est très très jeune pour s'arrêter. Ouais, mais je voulais pas être professionnel du tout. Comment s'est fait le passage du vélo au cinéma? Le cinéma, j'ai toujours eu envie de travailler dans le cinéma. Si j'ai commencé à faire du théâtre, c'est pour apprendre la mise en scène. Donc j'ai raccroché le vélo quand j'avais plus le temps de faire du vélo. Alors, quels sont les parallèles que toi tu peux faire entre vélo et cinéma? Je crois qu'il y a la capacité de résister à l'effort. On apprend ça dans le vélo, on apprend, et d'ailleurs toi qui montes d'école, toi qui fais de la montagne, tu le sais, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de se surpasser. Pour se surpasser, il faut avoir un apprentissage, il faut avoir une règle de vie, il faut se forger un courage, un moral, un mental. Tout ça, c'est indispensable lorsque tu fais du cinéma, où Besson, il en a même un peu moins besoin, mais moi, je sais que j'en ai beaucoup besoin. J'ai besoin de m'accrocher face au refus, j'ai besoin de trouver des passages pour réaliser les préachats, pour mettre en confiance les banquiers, les chaînes, puisque aujourd'hui on a besoin de diffuseurs pour monter un film. Donc les échecs ne sont jamais définitifs pour moi. C'est comme un passage à vide en course. Si tu as une fringale, si tu as un passage à vide, c'est pas pour ça qu'il faut descendre et rentrer à la maison. Demain, ça peut aller mieux. Ou même dans l'heure qui suit, tu peux récupérer, tu peux aller mieux. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de tomber, de rejoindre, d'avoir une fringale, de bouffer, de revenir et de gagner. Ça m'est arrivé. Donc ça arrive. À partir du moment où ça t'arrive, tu prends confiance en toi. Et les moments désespérés où tu te dis je descends, j'en peux plus, mon vélo c'est de la merde, je le jette, je meurs. Ouais, ok, ça c'est du silence. Quand tu arrives complètement au fond, tu respires et tu remontes à la surface. Et tu t'aperçois que ça va, que tu récupères, et que brusquement tes jambes reviennent, et que tu rejoins, tu passes de paquet en paquet, et finalement c'est toi qui amènes le wagon, et après tu as encore de la ressource au moment d'une attaque, et tu es encore là pour le sprint. Je ne connais pas de meilleur apprentissage, je ne connais pas de meilleure école pour apprendre à souffrir, à se battre et à gagner. C'est le vélo. Et c'est indispensable pour le cinéma. Tu as fait à peu près 6-7 ans de compétition cycliste. Et puis Ouais. tu es cinéaste maintenant depuis 25 ans, quoi. Ouais. Et alors, entre les deux, 71, on est en 96, enfin 25 ans. et pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur des deux? Non, parce qu'on dit que le vélo, c'est le Attends. sport le plus dur. Absolument. Est-ce que le cinéma, c'est plus dur encore? C'est plus désespérant.
Le vélo, on n'est pas seul. On dit que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Le vélo, on dit c'est un sport individuel, ok. Mais un sport individuel sans une véritable équipe, sans des gens qui t'aident, qui t'attendent quand tu te casses la gueule, qui te passent un vélo, qui te passent une roue, qui te donnent à bouffer, qui te donnent à boire, t'es rien. Tout seul dans un peloton, t'es rien, tu vois, aujourd'hui, même il y a 20 ans, t'étais rien, tu vois. Donc il fallait entretenir des relations d'équipe et tu avais toujours, au pire des découragements, tu avais toujours quelqu'un qui venait t'aider, qui venait te soutenir, qui venait t'encourager, qui venait te dire tiens regarde j'ai un nouveau boyau, tu veux pas changer, essayer une nouvelle roue, regarde j'ai une nouvelle... Qui te sortait de la merde. Au cinéma, personne. La seule personne qui vient te voir, c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Mon travail de sape paya enfin et mes parents s'avouèrent vaincus par mon harcèlement. Au début de l'année 1964, un magnifique téléviseur trônait dans la salle de séjour. Ainsi, je pus préparer sereinement le mois de juillet et le prochain Tour de France qui s'annonçait somptueux. Mais en une année où des crédits importants devaient être affectés aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui avaient pourtant lieu plus tard dans la saison, la direction de la première chaîne de télévision trancha dans le vif des retransmissions télévisées du Tour de France. Seules 5 étapes sur les 22, dont celle qui allait devenir mythique du Puy-de-Dôme et du contre-la-montre de Paris, eurent droit à la dernière demi-heure de course en direct. Je dus donc me contenter de suivre ce tour télévisé, saucissonné en tranches, et manquer les 3/4 des épisodes, même si un résumé de 10 minutes était proposé chaque soir à 20h30. Quel dommage! Le Tour 64 fut l'un des plus pathétiques, des plus incertains, et aux retournements de situation les plus invraisemblables qui aient existé. À peine la balance, par la faute d'une défaillance, d'une crevaison ou d'une chute, penchait-elle un jour du côté de Poulidor, que dès le lendemain, elle s'inclinait du côté d'Anquetil. En une seule journée, dans l'étape Andorre-Toulouse, la balance s'emballa à tel point que tour à tour, les deux champions furent en position de tout perdre. Dans ce feuilleton à rebondissements quotidiens, je rageais de manquer des séquences essentielles du scénario. À force de me lamenter, les dieux du vélo m'entendirent. J'obtins alors ma revanche. Comme à Rome 4 ans plus tôt, Tokyo fut une débâcle des sportifs français. Je compris qu'il existait une justice immanente dans le sport. Car si la télévision avait fait son travail, les athlètes français se seraient gargarisés d'exploits et se seraient nourris du meilleur des dopings, la confiance. Au contraire, ils furent privés télévisuellement de cette hargne de gagner qui leur manqua tant quelques semaines plus tard de l'autre côté du monde. Durant ce Tour de France, parallèlement aux albums de photos, je recopiais également dans des cahiers les palmarès des courses depuis leur création, avec le classement des 3 ou 4 premiers coureurs. Enfin, à l'aide d'un système de classeurs, je mis au point des fiches sur les palmarès des coureurs les plus complets possibles. Avec ce vaste ensemble de données, je créai à la Georges Perec ma propre histoire du vélo. Un autre personnage de la famille joua un rôle décisif dans ma passion débordante pour le vélo. Mon cousin Dédé, boulanger-pâtissier à Valence, ancien coureur, chez qui je passais à partir de 1963 de plus en plus de temps quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. De manière inconsciente, nous avions mis au point un accord qui, bien que jamais clairement établi, était bel et bien réel. Je passais la journée chez lui, à l'aider à faire des gâteaux, pendant que je l'assaillais de questions sur le vélo, les courses, les coureurs, la stratégie, la technique, ses souvenirs, sa propre expérience de coureur régional. Plus je restais longtemps en sa compagnie, plus j'avais de réponses à mes questions. J'avoue qu'il joua loyalement et magnifiquement le jeu et que j'appris beaucoup. En 1964, il m'emmena à Montélimar pour assister au critérium cycliste d'après-tour de la ville. Anquetil, qui venait de remporter son 5e Tour de France, et Poulidor, son héroïque second, étaient là à tournicoter sur un minuscule circuit qui nous permettait de les voir à intervalles réguliers. C'est l'explosif Popov-Gragzik qui s'imposa aisément après que les deux champions se furent bien battus.
Il s'agit d'un scénario auquel j'ai pensé, dont un passage essentiel se passerait pendant un Tour de France extrêmement précis, qui est le Tour de France 1969, au cours duquel, pour la première fois, les coureurs ont escaladé un col qui s'appelait le col de la Madeleine, ouvert quelques mois plus tôt. Or, ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est un scénario sur la route, sur les hommes qui font les routes. Et naturellement, ça m'intéresse énormément de montrer... et tu dois l'avoir. Oui, parce que... alors je me souviens que le col de la Madeleine a été escaladé pour la première fois en 69, et que même il y a eu une particularité dans cette étape qui a escaladé également le Galibier ensuite, c'est que c'est très rare dans le Tour de France, ils ont eu la neige qui venait juste de tomber. La neige? Et donc ils sont passés les derniers kilomètres, vraiment c'était de la neige fraîche qui venait juste de tomber. Si on pouvait refaire des images de ça, les trouver, les voir... Ça, je sais pas, mais en tout cas, moi sur le Tour de France 69, j'ai pas mal de choses, attends. Je vais regarder, mais je crois que j'ai toute une documentation qui provient de Belgique. Alors, il ne faut pas oublier que c'est la première victoire de Merckx dans le Tour de France. J'ai un journal belge, qui sont les sports, c'est un peu l'équivalent de l'équipe en Belgique. Et, attends, je pense qu'on doit y arriver. Est-ce que ça serait pas ça? Voilà. C'est l'étape de Briançon. Tu vois, gagné par Van Springel devant Merckx. Et tiens, tu me fais penser une chose. Col de la Madeleine. Ah oui, mais je ne t'ai pas encore dit, parce que j'ai appris ça mais il y a 2 jours. Je vais suivre une étape du Tour de France, celle qui va de Chambéry aux Arcs. Tu sais, et il y a le col de la Madeleine, il y a le Cormet de Roseland et la montée sur les Arcs. Mais toi, tu en as suivi plein d'étapes de montagne. Et non seulement, j'en ai suivi beaucoup, puis j'ai fait parallèlement du vélo à la montagne. Et un jour, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais faire une étape de montagne? Et je l'ai faite à vélo. J'ai fait une vraie étape du Tour de France. Pas pendant le Tour de France, évidemment, pas pendant la course, mais tu l'as pas fait quelques jours avant, si. C'était l'année où Pascal Simon, qui avait une avance absolument considérable, a été obligé d'abandonner dans l'étape que nous avons faite, enfin, quand elle s'est vraiment déroulée. C'était pas l'étape... C'était en... Tu vas me dire où c'est, moi j'ai oublié. Non, mais c'était l'étape de l'Alpe d'Huez. Et qui partait vers la Tour du Pin. J'essaie de me souvenir. Il y avait la Chartreuse, il y avait le col du Cucheron, le col du Granier. Après, il y avait le Grand Cucheron. Il y avait 2-3 côtes avant aussi. Il y avait le Grand Cucheron et d'ailleurs... Et il y avait aussi le Glandon et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Alors moi, je peux te dire une chose, je connais mes possibilités. Je pense que je serais totalement incapable de faire une telle étape. Parce que déjà, il y a la distance. Mais c'est capable. Non, mais c'est pas une improvisation. C'est-à-dire que toi, tu l'aurais fait aussi, parce que toi, comme moi, avons monté, mais bien sûr, avons monté l'école. Et c'est pas parce que l'entraînement, on en a quand même monté. D'ailleurs, je crois que tu gardes la liste de tes cols. Oui, moi j'ai fait beaucoup de cols. Par exemple, tu le fais, tu prends une étape du Tour de France cette année, et puis tu y vas. Tu veux dire, je sais pas, faire par exemple l'étape du début à la fin, par exemple une grande étape de montagne. Tiens, bon, bêtement, est-ce que l'étape, par exemple, que je vais suivre, tu penses que par exemple ça serait faisable? L'étape de la Madeleine, oui. Avec la Madeleine, Cormet de Roseland et les Arcs. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Ah, c'est marrant. Le Cormet de Roseland, c'est un col absolument magnifique. Et qui est... la Madeleine, c'est très dur. Il faut reconnaître que la Madeleine, c'est très dur. Mais oui, enfin, il n'y a pas de problème. Le dénivelé total, parce que c'est ça qui compte. La distance est moins grande et le dénivelé total, c'est... Parce que moi, j'ai... C'est 5000 mètres, c'est faisable. J'ai fait ça souvent, oui. Bon, écoute. Je te prends au mot. Ouais. Hein? Est-ce que tu es d'accord de partir avec moi faire cette étape Chambéry-les-Arcs en vélo, qu'on pouvait faire par exemple avant les coureurs, quelques jours avant. Ouais. Les vacances s'étaient transformées en labeur, le travail à la pâtisserie, si bien qu'à la rentrée de septembre 1965, j'étais exténué comme un coureur à la sortie du Tour de France. En décembre, je tombais malade. On diagnostiqua une tuberculose. Je passais 1 an et demi au sanatorium lycée de Neufmoutier-en-Brie, en Seine-et-Marne, où nous avions à notre disposition, chaque jour, les quotidiens de notre choix. Je me laissais tenter par un journal que je ne connaissais pas encore, L'Équipe. D'un coup, j'eus la possibilité de suivre au jour le jour le déroulement de chaque course du calendrier français et international, de connaître chaque coureur, ses états de forme et ses états d'âme, ses rêves secrets, son programme, son palmarès.
qui est un col personnel près de chez moi dans les Alpes. Alors, il faut que je devine, c'est pas le col des Robines? Non, qui est un col assez courant, c'est le Saint-Payret. Alors là, je sais pas où il qui se n'est trouve. pas toujours sur les cartes. Il est entre Ribier et Ours. Et Mais que je crois que c'est un col personnel que je suis le seul à avoir monté à vélo. Il y a ma belle-sœur aussi qui l'a monté une fois avec moi. J'ai failli monter la Madeleine un jour, mais bon, je faisais en général des cols plus élevés. C'est-à-dire à plus de 2000 mètres. Oui, j'étais plus tenté de monter et d'aller à l'étranger pour faire des cols à 4000 ou 5000 mètres. Et pour écrire des scénarios, quand on manque d'idées, c'est bien de monter sur son vélo. Et c'est bien rare si au bout de 3 ou 4 heures de route, on n'a pas construit sa scène ou son scénario. J'avais même trouvé le circuit idéal pour écrire les scénarios qui était dans les Alpes. J'avais un petit circuit avec notamment le col de Tourette, le Fay, Rossas et le col Lasso. Je finissais par le Carabès, un petit circuit de 5 cols assez facile, avec des paysages variés. Pour travailler sur un scénario, c'est mieux que 5 Jean-Claude Carrière, ça. Et le Puy-de-Dôme? Oui, j'ai monté le Puy-de-Dôme. Alors là, c'est une expérience un peu amusante. C'est le plaisir de voler le col, parce que c'est un col interdit. Alors explique-toi, parce que pour moi, un col interdit, je ne comprends pas. Alors là, il est interdit d'accès au vélo. Donc, le principe, c'est d'arriver à 5h30 le matin, quand il n'y a pas de contrôle en bas, et de monter le col en douce. Et ensuite de redescendre à toute allure en passant le poste de péage à 60 à l'heure, sous l'œil étonné du vigile. Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est les cols à tunnel. Il y a un amour du tunnel chez moi. J'aime, par exemple, me promener dans une pièce ou dans un lieu sans voir, pour essayer de me diriger. Je me dis que si un jour je tombais aveugle, je saurais me diriger, je fais mon propre apprentissage vers un futur éventuel. Il y a aussi le souvenir du ventre de la mer, puisque je suis un enfant prématuré, et donc il y a une nostalgie du tunnel chez moi. Je montais la Sierra Nevada, qui est un col de 42 km. tu veux dire en Espagne? Oui. Et qui monte jusqu'à 3390 oui, par là. qui monte de 700 à 3300. Mais tu sais qu'on peut le prendre du bord de la mer aussi. Je l'ai redescendu de l'autre côté, oui. Et ce qui fait une très belle traversée. Et j'ai pas eu de problème véritable pour monter, malgré la longueur. Mais j'ai eu un problème assez redoutable, je crois que c'était vers le 20e kilomètre, parce que tout le sang irrigue les jambes, et par contre, il n'irrigue pas le reste du corps. Alors, j'ai eu un problème de phallus, parce que j'avais la moitié du phallus engourdi, et l'autre qui n'était pas. Non, je te crois pas, là. Si, et c'était mon principal problème. Non, mais comment c'est pas possible, normalement? Ah si, c'est possible, parce que le corps s'engourdit, tu vois, c'est quelque chose qui fait froid, tu veux dire? Oui, pas spécialement froid, mais le sang irrigue les jambes uniquement, oui. Et les autres parties du corps, il n'y a pas de circulation. Donc j'ai eu une douleur violente comme ça, parce que j'avais une partie du phallus insensible et l'autre sensible. À gauche, droite ou au bas? Au bas. Ah d'accord, je comprends mieux. Ça a été très douloureux. Et la seule façon de résoudre ça, tu vois, c'était de mettre la main à la pâte. Mais tu t'es arrêté alors? Non, je ne me suis pas arrêté, parce qu'il ne faut pas s'arrêter dans ce cas-là. Alors, il y avait un spectacle assez amusant. C'est celui, tu vois, moi avec mon apparence, donc mettant la main à la pâte sur une route. Et comme j'étais un peu gêné, parce que je regardais s'il y avait des voitures qui n'arrivaient pas derrière, parce que automatiquement je m'arrêtais. Et donc mon engourdissement... On a de la peine à te croire, là. Mon engourdissement a disparu, mais ce que j'ai attrapé à force de me regarder pour ne pas être emmené quelque part ou arrêté, ou enfin qu'il y ait des indications de voir cet énergumène montant le col et se tripotant. Et finalement, j'ai attrapé un torticolis.
Dans le courant de l'année 1966, j'écrivis à Jacques Anquetil. Je lui demandai une photo dédicacée et digressai rapidement sur sa carrière. Je reçus une réponse, la photo espérée, et une lettre manuscrite où le champion me disait que la mienne l'avait fait rire. Pourtant, je n'étais pas dupe. Cette lettre, ce n'était pas Anquetil qui l'avait écrite, car il n'avait pas matériellement le temps de répondre au courrier, mais Jeannine, sa femme. Je n'en voulus point au quintuple vainqueur du Tour de France, car j'admirais également Jeannine Anquetil, qui s'est dévouée corps et âme pour son champion de mari. À la fois épouse, confidente, manager et directeur sportif, elle était capable d'influer de manière efficace et intelligente sur Maître Jacques quand ce dernier, de son piédestal de champion, se lançait dans des caprices de star et s'obstinait parfois dans des positions indéfendables. Bref, c'était une femme moderne, comme moderne était Jacques Anquetil dans sa manière de courir et dans sa façon de vivre. Ne savait-il pas apprécier les meilleurs vins et ne fréquentait-il pas les meilleurs restaurants en un temps où le champion vivait comme un moine? Anquetil était en opposition complète avec ce coureur à l'ancienne, économe et frileux qu'était Poulidor. Quand Anquetil-Quint torturait sur la route Poulidor-Abel, ce n'était pas seulement la victoire du bourreau sur sa victime, mais le triomphe des modernes sur les anciens. Il y a eu une course où il a fait très fort, c'était à Clermont-Ferrand, chez Gemignani. Ça, Gemignani en parle dans son livre. C'était terrible, ça. C'était le rasoir Philippe, je crois. Et bon, il est tombé dans un traquenard avec les toubibs des copains à Gemme, plus les rugbyman. Ils ont commencé à faire la java dans le bar de Gemme. Ils mangeaient même des vers. Manger du verre, on n'aurait pas le cancer, ils croquaient les vers. Et il avait la course de rasoir Philippe le matin. Et vers 3 h du matin, je dis à Jacques, écoute, c'est fini, moi je remonte me coucher, on était à l'hôtel au-dessus, c'était l'hôtel à côté du club de Raphaël. Et je dis, je monte me coucher, mais demain je m'occupe pas de toi. Hein. Tu te débrouilles, tu t'en vas en vélo, tu t'en vas n'importe où. Moi je ne viendrai, je suis fatigué, je ne viendrai que c'est pas raisonnable de faire une java comme ça. Et il est monté plus d'une demi-heure après, vers 4 h. Et puis le réveil a sonné à 7 h, j'avais un œil ouvert mais je n'ai pas bougé. Alors il a pris son collant et tout, il est monté dans Raphaël évidemment qui était dans le coup le soir. Il dit, t'en fais pas, je te conduis au départ et tout. Et puis il suivait la voiture du directeur de course avec Raphaël avec lui. Et Jacques prend la voiture pour partir. Et puis il y avait peut-être une quinzaine de kilomètres pour aller au départ. Il était mal dans la voiture. Il dit, sors-moi mon vélo. Il a commencé à rouler derrière la voiture pour aller au départ. Et moi, je me suis levé un petit peu plus tard. Et puis, comme j'avais le parcours, je dis, je vais aller au ravitaillement, quoi. Et je rencontre Pierrot Evrard qui n'avait pas fait la course. Là, je dis, Pierrot, il me dit, je dis, le peloton est passé. Il me dit, non, il n'est pas passé. Mais il me dit, par contre, ton bonhomme est devant. Je dis, quoi? Ben, il était dans l'échappée, avec Rostelan. Ben, il me dit, je me sentais mieux au vélo. Plus je roulais vite, plus ça me faisait de l'air, plus c'était mieux. Elle était dans l'échappée. Et je me rappelle, il y avait une anecdote, parce que dans ce temps-là, les coureurs qui avaient un salaire pour la course, par exemple, lui, il était payé pour faire cette course, le rasoir Philippe, ils n'avaient pas le droit au prix. C'est-à-dire s'il y avait 5 000 francs en premier, ou pas 5 000 francs, je dis maintenant parce que je suis déformé un peu, mais 1 000 francs en premier ou un truc comme ça, ils n'avaient pas le droit au prix, Jacques. Et là, c'était un prix très important parce que justement, comme il n'y avait que 2 ou 3 coureurs qui étaient payés pour faire cette course, les autres avaient le droit au prix. Il y avait des petits salaires, donc ils avaient le droit au prix, des petits contrats. Et il fait baisser la vitre chez Mignani, qui était avec le directeur de course. Et il dit, ça vous intéresse si je gagne la course? Alors, il lui dit, ça serait formidable, oui, mais j'ai le droit au prix, hein, parce que sinon je vais laisser partir Rostelan. Rostelan n'a pas le droit au prix, c'est mon équipier, hein. On ne va pas perdre les primes de l'arrivée. Il dit, oui, tu aurais le droit au prix. Il a gagné, hein, Philippe. Il me dit, je sentais mieux parce que je faisais du vent, j'allais plus vite, tu vois. Moi, j'ai appris sa maladie, j'étais juste avant le Tour de France, j'étais en Italie, et ça a été annoncé publiquement la première fois dans la presse italienne, avant que ça soit annoncé dans la presse française, son cancer. Oui. Et donc, il l'a annoncé peut-être une semaine ou 10 jours après en France. Donc, ça a d'abord été annoncé en Italie. Et lui, il avait l'air, je me souviens très bien de ce qu'il avait dit dans la presse italienne,
qu'il était complètement optimiste, qu'il s'était Mais toujours ça, battu c'est- dans sa vie, qu'il s'était battu contre les plus grands coureurs, qu'il se battrait contre le cancer, ça change. Pour lui, rien n'était changé, qu'il allait suivre le Tour de France et qu'il se ferait opérer après, et tout et tout. Moi, mon idée, c'était qu'il bluffait encore. Comme il a bluffé Poulidor pendant 10 ans. Il bluffait, là. Il savait qu'il était perdu. Avant le Tour 87. Je pense. Je pense. Je pense. Il avait très peur de la mort quand on était. Il avait très peur de la mort. Il a dû vouloir. Il a dit ça pour se bluffer lui-même, si vous voulez. Mais dans son fond intérieur, je pense qu'il savait que c'était fini. Est-ce qu'il avait peur de. Là, vous dites qu'il avait peur de la mort. Oui. Mais même à l'époque où il était. À l'époque où coureur, il était coureur, j'ai vu la nuit se réveiller, m'attraper en me disant, dire que dans 10 ans ou dans 20, on sera plus là. Et alors, on était en Nouvelle-Calédonie quand, c'est l'année de Kennedy, c'est l'année de la mort de Kennedy, mon beau-père a été écrasé par une voiture. Et nous sommes revenus de Nouméa en catastrophe. Et dans l'avion, il m'a dit, tu vois, mon père il est mort le jour de son anniversaire, 56 ans. Et il m'a dit, tu vois, j'irai pas jusque-là. Et ça m'avait toujours frappé, je dis, arrête, mais non, ça ne va pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Et à chaque fois, combien de fois la nuit, il se rattrapait en me disant, mais on n'en a plus pour longtemps. Alors monter la Madeleine, le Cormet de Roseland et les Arcs, je sais que ça ne sera pas possible en une seule journée. Vu ma condition physique actuelle, je n'ai que 2300 km d'entraînement cette année. Donc mon but serait de faire les 2 premiers cols, les 2 plus difficiles, la Madeleine et le Cormet de Roseland. Et si j'arrive à faire ça dans la journée, je serai vraiment très heureux. Je ne pense pas réellement pouvoir faire mieux. La Madeleine et le Cormet de Roseland seront, je l'espère, les 274e et 275e cols de ma collection. Nous sommes en réalité à 9 à l'heure actuellement. Eh bien, Je suis à 8, par moi. Une alchimie, Non, ouais. toi, t'es à 9? Ouais, 8 maintenant. Par une alchimie. Est-ce que tu veux savoir à quelle moyenne on est pour l'instant? Je vais regarder sur mon compteur. 10 km 700 pour moi. 18. Ouais. C'est pas beaucoup, hein. « 4 km depuis le rond-point du bas. On est à quelle altitude? 660 mètres. Il reste quand même 1300 à faire. Hein. Ah oui, merde. Dans le temps, ils avaient des plus grands braquets, ça faisait peut-être 5 mètres. C'est beaucoup 5 mètres de la montagne. Là, moi j'ai 2,14 m de braque de développement. Exactement 7 km. la Exactement. circonférence d'une roue. 7 km. 904 mètres. On est encore 13 bornes, on est aux 2 tiers. Quel pourcentage ici à ton avis? À mon avis, on est dans les 12-13. Peut-être pas quand même, 11%. Ouh là là. Là, si c'était de la caillasse, on trouverait... Là, la route devient un peu dégueulasse d'ailleurs. Il y a eu de la neige. À quelle moyenne on est pour l'instant? 8,1. Ouais, moi j'ai même 8. Quand on aura la moitié du il y a nid- 100 mètres. Non, non, je me trompe. Quand on aura la moitié du dénivelé, Oh là là. tu me le diras. Oh putain, celui-là, sur le pont à la corde. Hein, Il Raoul? fait 16% à la corde, ce virage-là. Quand on va vite, là, comme ça, on va encore 60% moins vite que les coureurs. Les mecs là, ils sont à 22. Ouais.
Nous, on était à 11, 12. Je m'accroche, tu vois. C'est un signe de tempérament, au fond. Dans 40 mètres, nous aurons fait 10 Ouais. km de montée déjà. Ouais, je te dirai le nombre de mètres. Eh bien, ce sera pratiquement 700 mètres de montée. Alors 7% de moyenne. Ouais, hélas, ça veut dire qu'on n'aura pas fait la moitié. À la moitié de la distance. Je pense que c'est 21 km la Non, non. distance. Je crois pas, hein. Peut-être. Mais il me semble pas. Enfin, c'est sûrement pas 20 km pile. Ouais. Non, parce qu'il y a 1 km avant la chambre. Oui, mais c'est 1 km de montée. C'était 1 km qui n'était pas plat, on s'est fait 40 mètres, quoi, 1 km à 4%. D'ailleurs, on voit qu'on s'approche de ce qu'on appelle aussi la dépression ou la selle du col. Alors, on voit le pic de la Lausière, là. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir bien, mais quand on sera au col, on verra d'un côté la Lausière et de l'autre côté une montagne qui s'appelle le Cheval Noir. Et on essaiera de voir s'il a une tête de cheval. Et on est à quelle altitude maintenant? On est à mon altimètre à 1744. 1288 mètres de montée, c'est-à-dire environ 200 mètres à faire, un peu plus, 250 mètres à faire. Bonjour, bonjour. 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 Vous venez de la chambre là? Oui. Ah, bravo. On l'a monté à 7 à l'heure, alors vous savez, il n'y a pas de quoi dire. Vous avez un visage? Sorry, English. No comprehend English. English. Sorry. I walk at 7 kilometers per hour. It's about between 4 and 5 miles. A medium speed. Yeah. That is not difficult. Yeah. Voilà. No understand, no comprehend. Si, si, Voilà. Magnifique. Stéphane Hulot. Stéphane Hulot. Stéphane Hulot. Oui, Stefano. You know, Stéphane Hulot is the Yellow jersey. Yellow jersey. Yellow jersey of the Tour de France now. Now? Yeah, since yesterday. The last Jalabert. one we was- Jalabert. Ah ouais, Jalabert is 7th. 7. Actually. Boardman. Boardman is 3. 3rd. Third. Yes. Indirin? Indirin? Durand, 8. Luc Leblanc. He lost time in chute. 21. If la cassette en fall, 94. and he lost time. Enfin, vous devez go down here and see the first mountain stream. I'm filling this up. You want to go down? Oh, yeah. Les plus hauts pourcentages, les plus durs du Beaufort, là c'est en ce moment, du Cormet de Roseland. Il va falloir que je réduise un peu mon allure parce que c'est un petit peu rapide et c'est le bas qui monte le plus. Moi, je suis tout de même également un Parisien parce que quand je grimpe, pour me faire une idée, je compte en Tour Eiffel. Je me dis, on a le Cormet de Roseland, 1500 mètres à peu près de dénivelé, bon ça fait 5 Tours Eiffel. Et ça me paraît plus facile. On en a déjà monté à peu près une.
Il reste encore 4. Ah oui, quand Eugène Christophe a gagné le Milan-San Remo, je crois de 1911, dans une tempête de neige effroyable, Oui, je savais pas du tout ça. il y a eu 4 arrivants. Et dans le Turquino, il y avait tellement de neige, il y en avait peut-être 40 cm, c'était une véritable tempête. Il s'est réfugié dans une auberge et il s'est trempé, tu vois, on l'a trempé dans l'eau chaude, tout ça, il est resté une demi-heure. Il avait décidé d'abandonner. Et en une demi-heure, tu sais combien de coureurs il avait passé? Non. Un seul. Un seul, ouais. Alors qu'on lui a dit, bah, faut y aller, pas, quoi. Il a rattrapé le mec après, puis il a gagné avec des écarts invraisemblables. 4 arrivants. Tu sais que maintenant, il y a un vague soleil dans le fond du Doron, là, de la vallée de Beaufort. Et toi, je crois que tu aimes beaucoup les cols quand il pleut. Pourquoi? Je trouve qu'un col, quand il pleut, c'est un charme mélancolique. En plus, moi, je trouve honnêtement qu'à la montée, l'ennemi est un peu... La chaleur est un peu l'ennemi. Et on a une espèce de refroidissement par eau qui n'est pas odieux. Simplement, la descente est assez problématique, mais nous, on n'est pas comparable aux coureurs, en ce sens qu'on les fait lentement. Là, on est dans l'ardoise avec des veines de marbre. C'est une chose qui n'est pas trop vilaine. Oh la neige! Je vois que ça a l'air d'une mine de charbon dont nous serions les mineurs. Comme je l'avais prévu au départ, notre périple montagnard prend fin au sommet de l'interminable Cormet de Roseland. Nous avons grimpé les 2 premiers cols, les plus difficiles, délaissant seulement la montée finale sur les arcs, la plus courte et la moins raide. Notre dénivellation totale atteint 3200 mètres, soit les 3/4 des difficultés de l'étape Chambéry-les-Arcs. La Madeleine et ses 8% de moyenne a été escaladée à 7,6 km/h. Le Cormet de Roseland et ses 6% à 10,30. Le podium, mais Monsieur Dupuis, Monsieur le maire, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés de très nombreux anciens champions, notamment, vous l'avez accueilli tout à l'heure, le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, qui va reprendre place pour accueillir donc d'autres vainqueurs du Tour de France. Bernard Hinault, qu'est-ce que vous pensez qu'Indurain, cette année, va avoir un problème de genou avec cette comme vous avez eu en 80? Pourquoi voulez-vous qu'il ait un problème de genou? Il n'y a pas de raison. Là, je crois pas. Il y a au moins 3 jours, je ne regrette pas. Carnot, vous qui avez été l'équipier d'Indurain, qu'est-ce que vous pensez d'une étape comme aujourd'hui? Je ne parle pas du profil, mais de la pluie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la pluie? Je pense que Miguel n'aime pas du tout la pluie, comme un peu de coureurs cyclistes. À part Charles de Gaulle. En 87, je me rappelle, je pense que c'est un très bon souvenir. Vous avez lancé une grande attaque contre Delgado, qui a failli réussir. Oui, souvent, cette étape qui arrive à la plaine, souvent, parce que l'arrivée était tellement dramatique, parce que je me suis tombé dans les pentes, je me suis Jean Stablinski, je voulais vraiment vous féliciter pour votre carrière, parce que j'aime bien. Je suis un fan de l'équipe Saint-Raphaël. Ah oui, oui. Moi j'ai suivi les championnats du monde, les 4 championnats de France. Ah bah, ça fait déjà un bout de temps. Et puis votre Paris-Bruxelles face à Simpson, c'était géant. La façon dont vous aviez rusé pour le lâcher, que vous étiez fait légèrement décoller dans la bosse, et vous l'avez dépassé à l'énergie. Il fallait quand même ruser, c'est-à-dire qu'on improvise toujours dans une course. Hein. Oui, mais il y en a et qui comme on était ex-aequo, à peu près pareil dans le sprint, à égalité de force, donc j'ai trouvé l'opportunité de l'ouverture et puis ça s'est bien passé. Pendant la première heure,
passe avant, on va filer, on va aller manger un morceau. D'accord, très bien. Comme ça, on les rechoppe dans la Malden pour aller finir. D'accord, ouais, très bien. Donc, toujours 45. Mais où avant, ça t'arrange. Toujours là-haut, mais bon, plus près de 40 que de 45 à l'entrée. Juste à l'entrée. Sur le tour 64. Sur le tour d'un coup, là. Ah bah oui, mais je sais, vous connaissez Mais par nous cœur. sommes en 96. Mais peu importe. Non mais là, l'histoire de l'arrivée à Monaco, là. Parce que moi je l'avais vu en direct à l'époque. Oui, l'histoire de l'arrivée à Monaco. On sprint un peu trop tôt. Oui, j'ai fait le sprint. Vous savez, lorsqu'on arrive quelquefois une étape de montagne, on est un peu dans les vapes. Alors, on était rentré sur la piste et on avait pratiquement fait un tour de piste complet. Alors c'est ce qui m'a trompé, puisque c'est toujours sur la piste, on fait la distance plus un tour. Mais il y avait pratiquement 2 tours complets de piste, puisque la distance, c'était pratiquement, il fallait faire le tour de piste complet pour faire la distance. C'est ce qui m'avait un peu trompé. Vous savez qu'Anctil vous bat quand même d'une roue dans le premier tour, moi j'ai les images. Vous savez ça? Il vous bat quand même. Alors qu'il a encore un tour à faire, mais il vous bat quand même. Ah bon, ça ne change rien. Ça ne change rien, mais... Et franchement, dans le corps d'Envalira, vous avez cru que c'était bon pour vous? Ah non, non, quand vous avez su qu'il était à 4 minutes? Non, j'ai jamais cru, non, puisqu'il faut savoir qu'à l'avant, on était 2 coureurs amenés. Avec Bahamontes. Avec Bahamontes, et il restait plus de 200 km à faire. Et on a vu tout de suite, puisque la chance ce jour-là d'Anctil, c'est qu'il a fait une descente tombeau ouvert. Il a profité, enfin quand je dis profiter entre guillemets, parce que tout le monde attendait son abandon ou sa chute, c'est ce qu'on avait annoncé. Il y avait un brouillard très épais et derrière toutes les voitures Brest le suivaient, guettant son embadement ou sa chute, et il a descendu, il a bénéficié de l'éclairage des voitures. Et il avait de la visibilité plus importante que nous. Et il a refait pratiquement ses 4 minutes dans les descentes. Il a rejoint toute l'équipe de l'époque, qui était l'équipe Pelfort, avec le maillot jaune Grossard. Et bon, toute l'équipe a roulé avec lui. Et puis, notre échappée était vouée à l'échec de toute manière. Il aurait fallu un col tout de suite après. Alors, et puis la malchance des malchances, c'est la crevaison. Et le scandale des scandales, c'est d'avoir fait un barrage. En général, quand il y a une crevaison, on ne fait pas le barrage. Ah oui, là, non, mais en général, oui, mais à ce temps-là, les barrages étaient systématiques, sur crevaison, sur chute. Même sur crevaison? Ah, même sur chute. Surtout lorsque Poulidor crevait ou avait une chute et tout, c'était l'homme à battre. Bon, là, on faisait pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, une crevaison, bon, va rentrer dans les voitures, il n'y a pas de problème. Je dirais pas qu'aujourd'hui, une crevaison, c'est un avantage, mais on bénéficie évidemment de l'aspiration des voitures. Mais en tout cas, grâce à cette crevaison, ça vous a obligé le lendemain, vous avez réalisé un exploit fantastique dans le Portillon. Parce que prendre 1 minute 30 dans le Portillon, qui est un col très difficile mais assez court, c'était vraiment extraordinaire, parce que derrière, ils roulaient tous. Non, je crois que la veille, j'avais perdu 2 minutes passées. 2 minutes 36. 2 minutes 36, et je crois que le lendemain, j'avais repris 2 minutes 37. Avec la bonification. Il y avait 1 minute de bonification. Alors j'avais gagné une seconde. Si j'avais pas eu ce pépin la veille, peut-être que j'aurais pas fait cela. Vous n'auriez peut-être pas osé attaquer. Mais c'est assez drôle, ce Tour de France. On a dit, je l'ai perdu dans le Puy-de-Dôme, Anctil m'a bluffé, je l'ai perdu à la Valira, je l'ai perdu le dernier jour contre la montre. Et on n'a jamais mis l'accent où, pour moi, j'ai perdu le Tour de France. Première étape. Il y a la première étape où j'ai perdu 45 secondes sur un truc banal. J'ai été victime, pas moi victime d'une chute, mais j'ai été pris dans l'embouteillage d'une chute à 1 km 100 de l'arrivée. C'est-à-dire à 100 mètres du poste chronométrage. Et j'ai terminé pratiquement dans la roue d'Anctil et j'ai eu un décalage de 45 secondes. Mais où j'ai perdu vraiment le Tour de France, c'est la grande étape contre la montre, Peyrerath-Bayonne. Ah. J'ai été victime d'une crevaison. Mon mécanicien qui m'a passé le vélo, il est tombé dans le fossé. C'est moi qui ai été chercher le vélo dans le fossé. Je suis monté sur le vélo, j'ai redressé mon guidon qui était tordu et je suis repartir sur le vélo et les chronos sont déclenchés et ce jour-là j'ai perdu plus de 50 secondes. Et là j'étais en avance sur Anctil, il restait 20 km à parcourir. Et ce jour-là j'étais persuadé, avec des si on fait beaucoup de choses bien sûr,
Mais ce jour-là, je pense que je pouvais battre Anquetil contre la montre avec la minute de bonification et il n'aurait pas eu le courage de s'accrocher comme il a fait par la suite. Ça va, Président, ça va? Ah oui, et puis il y a aussi la femme. J'en sais des choses parce que non, mais Poupou, il a menti à Anton Amann. Il avait dit qu'il était allé en reconnaissance au Puy-de-Dôme. Vous êtes bien. Et ce jour-là, la route était fermée. Il n'a pas pu aller au Puy-de-Dôme. Il n'a pas pu choisir le bon braquet. Vous êtes bien informé. Ah bah j'ai la gloire sans maillot jaune. Voilà, je ne pense pas que c'est ça qui a changé. Non. J'ai une question précise. Dans le Tour de France 1964, dans l'étape du port d'Envalira, quand Anquetil a eu sa défaillance et qu'il a perdu 4 minutes sur un petit groupe avec Poulidor et Bahamontes, et que intercalé, il y avait la bande Pelfort Sauvage le Jeune, avec un certain Henri Anglade et un certain Georges Broussard et maillot jaune et un certain André Fouché. Oui. Il s'est passé quand même une chose assez incroyable, c'est que quand Anquetil, qui a été sauvé par Rostelan, est revenu sur le groupe Pelfort, vous avez collaboré. Alors est-ce que vous aviez raison après coup? Est-ce que vous pensez que vous avez eu raison? Je dirais simplement, Poulidor était adversaire de notre équipe. Anquetil était adversaire de notre équipe. Et si on commence à raisonner pour ne pas faire de la peine à Poulidor ou pour ne pas faire de la peine à Anquetil, à ce moment-là, c'est plus la peine d'être dans une équipe. Et nous, ce jour-là, on n'a pas roulé contre Anquetil, on n'a pas roulé contre Poulidor, on a roulé simplement pour assurer le maillot jaune et sauver le maillot jaune de Georges Broussard. Alors c'est drôle comme avec le temps, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas des arrangements? Non, je dis simplement, on sauvait notre maillot jaune. Anquetil a fait preuve d'encore un peu plus de courage parce qu'il fallait quand même revenir sur nous. Il est passé à 4 minutes derrière nous et en bas il nous avait rejoint. Alors qu'on ne l'attendait pas non plus. Hein. Ah oui, là vous croyez à ce moment-là que c'était cuit pour lui? Bon, on aurait aimé. Et c'était... J'aime bien poser des questions avec le recul parce que des fois on s'aperçoit qu'on voit les choses autrement. Par exemple, en 65, je me souviens très bien. Je vais finir de poser votre question. Ah, je vous vois venir, vous allez me parler du Mont Ventoux, où tous les poulidoristes m'ont haï parce que j'avais roulé avec Gimondi, alors que Raymond était devant avec Rimonez. Eh bien, j'ai pas roulé avec Gimondi, j'avais levé le pied parce que j'étais avec eux et j'ai peut-être eu tort, j'avais peur d'exploser, mais j'ai roulé pour larguer Gimondi. La preuve, c'est qu'il prend 7 secondes. Alors c'est vrai que Poulidor ne m'en a jamais voulu, et on en parle régulièrement, on en a parlé encore dans ce tour, puis ça fait plaisir que de voir quelque part il n'y a pas de rancune entre nous. Alors il y a aussi une question dans le Tour 63. Vous étiez très bien placé après les Pyrénées, vous étiez deuxième au classement général derrière Desmel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les Alpes? Vous avez reculé là. Si j'ai reculé, c'est que j'ai dû coincer. Hein. Parce que je me souviens en effet que j'étais deuxième au classement général. Je peux dire le temps, c'était avec 6 secondes. Et je peux dire aussi que j'ai rien fait pour prendre le maillot jaune pour ne pas avoir à le défendre. Là, j'ai déjà... je jouais comme une vedette. C'est bien, on se confesse avec le temps qui passe. Vous étiez une vedette à l'époque. Bon. Et puis j'ai dû en prendre un ou deux coups dans les Alpes. Je ne sais même pas combien je finis cette année-là au classement général. 13e dans ce là. Donc j'en ai pris un bon coup. Et puis voilà. Alors c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais dû essayer de prendre le maillot jaune. Et puis je l'aurais porté un peu plus longtemps que 2 jours, qui est mon cumul actuel. C'est le seul endroit où je peux battre Poulidor. Ah bah, non, mais il dit ça, mais moi je me souviens d'un championnat de France en 65, il fait premier devant Poulidor et Anquetil. Vrai ou faux? Oui, je fais premier devant eux, et je dirais presque grâce à eux, parce que s'ils ne sont pas derrière à se neutraliser, sans doute qu'ils viennent me manger. Alors, merci Raymond et merci Jacques. Oui, on peut plus dire merci à Jacques en 5. Oui, mais nous entend. En 59, il vous a joué un sacré tour. Hein. Ouais, mais ça c'est du passé, je crois qu'on n'en parle plus. Non, parce que là, vous étiez bien placé. Non, il ne m'a pas joué un tour, il était dans l'équipe de France, moi j'étais dans l'équipe du Centre-Midi. Moralité, on était adversaires, donc on ne peut rien reprocher. J'en reprocherai peut-être un peu plus sur ce qui s'est passé en 1960. Mais j'en parlerai pas parce qu'ils ne sont plus là. En tout cas, merci. Et moi, je suis lyonnais. Oh ouais. Enfin 2 gones sur le tour. Non, mais il a toujours le maillot jaune, il ne l'a toujours pas quitté. Hein.
Depuis 1960. Ah ouais. Depuis 1960. Mais ça, c'est le temps. Bravo en tout cas. Non, mais c'était une belle carrière. Ah, merci. Non, mais je me souviens du championnat du monde 64. Ah oui. Magnifique. Ah ouais, là, c'est... Tour de tête se présenteront devant vous dans 7 à 8 minutes. Notez que sont échappés Juncker, Holtz et Eli. Au dernier pointage, les 3 tours de tête avec 2 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune, parmi lesquels nous trouvons les 7 principaux favoris, à l'exception de Laurent Jalabert qui est attardé à 5 minutes 15. Qu'est-ce qu'ils vont vite. Oh là là. Les motos qui vous trouvez derrière le groupe maillot jaune. Merci de laisser la voie de gauche complètement libre, s'il vous plaît. Giancarlo Ferretti, votre coureur, était victime d'une crevaison et dépanné par Mavic. S'accroche, Brochard. Apparition qui conduisent à l'heure bien soutenue au plateau de la station du Cormet-Rosan. Jalabert repère du terrain, il est pointé aux 6 minutes et 10 secondes de la tête de course. D'accord. Autrement dit, il est à 3 minutes et 5 secondes du groupe Indurain alors qu'il s'en était rapproché à 2 minutes. Oula! Le tour duquel a donc disparu, je l'ai indiqué, le maillot jaune Stéphane Hollande, à peu près à mi-col du Cormet-Rosan. Dans le fond, le sport n'est pas le sport. Le champion qui s'humanise dans sa défaillance, il n'y a rien de plus déshumanisé que le sport de haute compétition. Alors on dit, ah oui, mais ces champions, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner, à mettre leur santé en péril. Regardez, il y en a qui décèdent entre 50 et 60 ans. Et c'est pareil pour l'art. Tout ce qui se situe au plus haut niveau, regardez Van Gogh s'est coupé l'oreille, bon, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui... Artaud est devenu fou. Donc tout ce qui se pratique au plus haut niveau, c'est une chambre... une chambre capitonnée où il n'y a que les fous, car tout ce qui se pratique au plus haut sommet est pathologique. Et le grand champion, on l'a dit 100 fois, est un être égocentrique. Donc c'est formidable. Mais le Tour de France, tout ça, c'est plus du sport, c'est au-delà du physique, c'est l'être humain qui se révèle tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il veut écraser les autres, il part en bas du col, ils sont 40, ils sont 30, ils sont 20, ils sont 10, ils sont 2. Ça met en exergue ça exacerbe toutes les passions. C'est de ça dont il est question, c'est d'amour, de haine, de désir de destruction, de désir de pouvoir, de désir d'être le meilleur. C'est le déclin, c'est la chute. C'est une vie qui se brise comme celle de Rivière dans le Perjuré. C'est plus le sport. Le sport, on peut en faire, là, on trottine. Là, on fait du sport, toi et moi. Voilà, hop, on peut prendre un vélo, on va faire du sport, on est des sportifs. Mais au niveau des grands champions, on est au-delà du sport, on est dans le théâtre. Je ne ferai pas de métaphore, mais on est dans la vérité des êtres humains.